Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à notre session hebdomadaire du Sursaut. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir mon ami Dominique Régnier avec qui nous avons mené de nombreuses initiatives, y compris celle du Sursaut. Dominique est, vous le savez, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique et professeur à Sciences Po. Et probablement l'un des grands penseurs en sciences politiques et qui, j'espère, nous permettra un peu mieux d'analyser la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Bonjour Dominique. Bonjour Simone. Dominique, la campagne se termine. Elle a été atypique. Certains disent qu'elle n'a pas vraiment eu lieu. Et la Fondapol vient de publier une étude qui s'appelle Présidentielle de crise. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire quels sont les principaux enseignements et de quelle façon ces crises influent-elles sur ou ont influé la campagne? Volontiers, le point de départ, il est de réfléchir à cette 11e élection présidentielle qui, historiquement, quand on la compare aux 10 précédentes, est la première présidentielle à se dérouler dans un tel enchevêtrement de crises. D'abord, il n'y a jamais eu une présidentielle avec une crise internationale aussi grave que celle que nous vivons. C'est la première fois. Et c'est d'ailleurs pourquoi il faut faire attention avec les comparaisons entre cette élection et les précédentes, parce que celle-ci est définitivement singulière. Donc, il y a évidemment, et notre enquête le montre, on a interrogé 3000 personnes et elles nous disent qu'elles passent beaucoup de temps dans la journée à s'occuper à chercher des informations sur la situation en Ukraine. 70% quand même nous disent ça. Hein. C'est un événement très important à suivre au moins 2 fois par jour l'actualité pour comprendre ce qui se passe en Ukraine. 89% redoutent une 3e guerre mondiale. Donc il y a un très haut niveau d'inquiétude. La moitié, je ne vais pas multiplier les chiffres, mais tout est sur le site bien sûr, mais la moitié des personnes interrogées nous disent que ça va peser dans leur réflexion sur la décision électorale pour le dimanche 10 avril et le 24 avril. Ça, c'est une première. L'image de Poutine dans l'opinion française est absolument négative, massivement négative. Les Français ont investi la cause ukrainienne, expriment leur solidarité de façon ultra dominante. Donc tout ça est puissant et très, très clair. Et puis, c'est aussi l'autre crise, c'est-à-dire la crise qui est la conséquence de cette crise internationale avec des effets possibles sur la campagne, qui est la question du pouvoir d'achat, évidemment, avec la crise des matières premières, le problème du carburant, des biens alimentaires, du chauffage, qui pèsent fortement et dès maintenant sur les ménages qui comprennent cette situation. C'est très intéressant de voir dans l'enquête qu'on comprend, ce n'est pas pour ça qu'on ne veut pas les sanctions. Donc, il n'y a pas l'idée, par exemple, qu'on doit payer, alors il faut arrêter cette histoire avec l'Ukraine qui se débrouille, on n'est pas ukrainien. Ce n'est pas ça. Mais ce qu'on sent malgré tout, c'est que l'importance prise par le pouvoir d'achat, c'est une importance qui n'est pas en quelque sorte négociable. On ne peut pas imaginer l'impact sur le prix de l'essence a pu avoir comme effet, alors c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais pendant quelques semaines, a pu avoir comme effet une surdépense mensuelle de 140-150 euros pour des ménages dont le revenu moyen pour un des membres du ménage est 1 300 euros net par mois. Donc, c'est des vrais impacts. Mais on sent bien que cette préoccupation pour le pouvoir d'achat, elle vient ramener en mémoire une autre crise, une crise française, une crise antérieure qui ne s'est pas éteinte et qui est la crise des Gilets jaunes. On mesure aussi, c'est la 6e fois qu'on mesure ça depuis l'automne 2019, l'image des Gilets jaunes dans la société française, positive, négative pour aller vite. Nous avons mesuré cette fois-ci le niveau le plus haut d'image positive des Gilets jaunes. 49%, presque 1 sur 2. On était jusqu'ici plutôt à 44%. C'était haut. Là, on a le record. Donc, en s'éloignant de la crise initiale des Gilets jaunes, ça ne s'éteint pas. Ça reste rémanent. C'est comme des braises, en fait. Et là, on voit bien que la question du prix de l'essence, les matières premières, l'alimentation, le chauffage, etc., aussitôt rallume tout cela et fait monter une colère. Comme par ailleurs, on mesure encore, et ce n'est pas la première fois, et c'est assez connu d'ailleurs, l'effondrement des partis politiques qui ne représentent plus rien. Plus aucun parti ne représente quelque chose pour un nombre significatif de Français. Les 2 partis qui suscitent le plus d'adhésion,
sur la quinzaine qu'on a testée, c'est La République En Marche, 10%, et c'est le Rassemblement National, 10%. Tout le reste, c'est 2%, 1%, il n'y a plus rien du tout. Le PS, les LR, c'est fini. Je dis ça parce que quand nous avons ces colères qui remontent, par exemple, autour de la question du pouvoir d'achat, qu'il n'y a plus de syndicats, plus de partis pour les organiser, les modérer, les formaliser, les élaborer, eh bien, ça cherche une sortie politique qui peut se produire au moment où se présente un scrutin. C'est-à-dire que le risque, évidemment, il est que la gilet jaunisation du conflit social, une façon d'y aller directement via, puisque c'est le point d'origine, c'est le lieu de naissance, Facebook, puis après les ronds-points, ça monte directement dans l'espace de représentation et de visibilité. Il n'y a pas de parti, de syndicat, de leaders modérés pour dire à leurs troupes, écoutez, je vais le dire, comptez sur moi, et puis pour essayer de former une espèce de pré-consensus de discussion. C'est directement la colère, l'espace public. Et ça ne marche pas, on le sait, c'est quelque chose qui est vain par définition, qui ne construit rien. Donc il y a une rage qui en découle. Et là, hop, comme nous les Français, on est les champions pour faire ce genre de choses, c'est à ce moment-là qu'on présente aux 47 millions d'électeurs inscrits la possibilité d'élire au suffrage universel direct une personne. C'est-à-dire, à mon avis, parce que je fais cette remarque au passage, ce qui est le mode de scrutin et le système électoral le plus populiste du monde démocratique. Je pense qu'il n'y a pas plus populiste que cette élection-là. Et quand ça va bien, avec de la croissance, etc., très bien. Mais quand c'est compliqué, le péril est immense. Et donc, on a cette espèce de crise aussi qui est la crise de nos institutions. On ne croit plus aux partis politiques, on ne croit pas vraiment au gouvernement, on a des attentes qui ne sont limitées par aucun principe de raison. Par exemple, la sensibilité, on teste cela aussi, la sensibilité à la dette et au déficit public est quasiment nulle. Ce n'est pas un problème, on empruntera, je suppose, parce qu'il n'y a pas ça ne marche pas, ça ne prend pas. Alors, il est vrai que ça n'est pas porté par les candidats, mais c'est aussi une crise importante de la France. Et puis, il y a des éléments qui sont des contrepoints à cela, qui sont également très, très intéressants. Par exemple, dans notre mesure à nous, jamais les Français n'ont été aussi attachés à l'Europe et à l'euro. Voilà. Comme s'il y avait un contrepoint important, y compris chez les électeurs potentiels de Marine Le Pen. 70% sont pour l'euro. Même chose à peu près chez les électeurs d'Éric Zemmour. Chez Mélenchon, c'est 85% de ces électeurs qui sont pour qu'on conserve l'euro. Et donc, c'est une espèce de bizarrerie, comme si on se servait de la campagne électorale pour dire des colères qui ne sont plus représentées par des partis absents ou évanescents, évanouis. Mais en même temps, il y a à un moment donné cette espèce de corde de rappel. Oui, mais on a l'Europe, on a l'euro, on peut compter sur eux. Alors, si je peux me permettre, je t'en prie. Il y a aussi la question un tout petit peu vous disiez tout à l'heure que par exemple, les Français sont très inquiets par la guerre en Ukraine. Ils sont très critiques envers Vladimir Poutine. Et à la fois, aujourd'hui, en tout cas dans les sondages, on voit que presque 50% des électeurs seraient prêts à voter pour un candidat ou une candidate qui est en tout cas vu et qui a eu dans le passé, en tout cas, des déclarations plutôt en faveur de Vladimir Poutine. Absolument. C'est frappant. Vous avez raison de souligner cet autre paradoxe. Aujourd'hui, disons qu'à ce jour, Mélenchon, c'est autour de 15, Marine Le Pen, c'est autour de 23, alors 16, 23, on peut dire 17, 23 pour simplifier un peu les choses. On est déjà à 40. On ajoute grosso modo 10 d'Éric Zemmour, on est à 50 avec un peu plus. De toute façon, on arrive aux 50 avec Nicolas Dupont-Aignan. On a un électeur sur deux qui s'apprête à voter pour un candidat poutiniste, en fait. D'ailleurs, ils sont bien repérés parce que quand on demande à notre échantillon quels sont les candidats que Poutine voudrait favoriser, on a Marine Le Pen, Éric Zemmour et Mélenchon. C'est très bien perçu, ça. Et alors, du coup, moi, j'ai réfléchi à ça parce que c'est une question très importante. J'ai une hypothèse, je ne sais pas ce que ça vaut, mais j'ai une hypothèse qui est que je retrouve dans la question de la crise sanitaire, qui est l'autre crise aussi qui impacte cette élection présidentielle. Je me dis, au fond, est-ce que les Français ne se disent pas,
cette élection, ça sert à désigner quelqu'un qui, en réalité, n'a pas tant de pouvoir que ça. Et finalement, ce que va faire cette personne titulaire de la charge, c'est utiliser les services de l'État. Et on ne fait pas n'importe quoi avec les services de l'État. Il y aura une sorte de limite à l'action. On ne peut pas décider ce que l'on veut. C'était la promesse initiale, on y a cru. On s'aperçoit que non, ça ne marche pas. Les présidents se succèdent et en fait n'arrivent pas à faire grand-chose. On nous explique que l'administration joue un rôle très important, qu'elle inhibe ou qu'elle empêche. Et donc, il y a cette idée, probablement, qui travaille aussi, c'est une hypothèse que je forme, mais qui travaille aussi l'esprit des Français, c'est-à-dire qui a un effet problématique, parce que ça peut signifier que ce n'est pas si grave que ça, de savoir qui sera le titulaire de la charge, puisque l'État, en fait, en majesté, dans la grande tradition française, va en réalité conduire les affaires de la France. C'est peut-être quelque chose comme ça, parce que très clairement, l'attachement à l'Europe, l'attachement aux libertés, la nécessité de voter, tout ça, on le relève de façon massive. Et l'idée que la Russie fait peur, on l'a enregistré dans l'enquête précédente, Liberté sur 55 pays, et la France en faisait bien sûr partie. L'attachement à l'OTAN aussi est très net dans notre échantillon. Donc on ne voit pas apparaître, par exemple, une France lepéniste. On ne voit pas ça. Même si on voit apparaître un désir de rupture, de protestation, de destitution, moi je le crois, de ceux qui gouvernent. C'est un peu ça la difficulté, c'est qu'il y a cette idée qu'il faut, aujourd'hui comme hier, ça n'a pas eu lieu en 2017 puisque François Hollande ne s'est pas représenté, il a en quelque sorte échappé à cette confrontation-là, mais le régime ordinaire, c'est celui de la destitution des sortants. Et quand la destitution suppose de voter pour des candidats anti-système qui peuvent rompre tout et tout renverser, une question se pose sans doute particulière dans l'esprit public. Je ne sais pas comment les Français vont arbitrer, mais certains vont avoir, comme je le crois, moi, ce trait existe chez nous, malheureusement, certains auront le goût du vertige. Certains diront, on verra, et de toute façon, j'aurai une soirée électorale où je verrai bien toutes ces élites, les journalistes, les intellectuels, les experts, les politiques, etc. Je les verrai bien s'affoler, et j'aurai produit cet affolement, ce sera ma rétribution, après on verra bien. Là, la contrepartie positive de ça, c'est la réflexion profonde à laquelle vont se livrer les Français entre les deux tours, si le deuxième tour est celui qui est annoncé aujourd'hui, et ils vont peser quand même, y compris ce qui, à mon avis, est déterminant, d'où ma référence à l'attachement à l'euro et à l'Europe, ils vont peser très soigneusement leur propre patrimoine au sens matériel. Moi, je crois que c'est fondamental. Le patrimoine personnel, celui qu'on en a amassé, aussi modeste soit-il au cours d'une existence de travail, que l'on veut transmettre à ses enfants, à ses proches, que l'on veut partager, ce patrimoine-là, qui est ce qui reste d'une vie de travail et de mérite, je crois que ça sera quand même compliqué pour une majorité de Français de se dire qu'ils peuvent le mettre sur la table de jeu et on verra bien de quel côté tombera la pièce ou tomberont les dés. Donc c'est une limite forte, qui n'est pas une limite philosophique, qui n'est pas une limite idéale, mais qui peut avoir un effet pratique très, très puissant entre les deux tours. Bien sûr, bien sûr. Alors, j'ai une dernière question et vous la connaissez. C'est une question qu'on pose à tous nos invités. Si vous aviez 5 minutes avec le prochain président de la République et il vous dirait ou elle vous dirait « Je suis bien consciente que cette élection est le symbole finalement d'une crise profonde que traverse notre pays et je voudrais m'attaquer à ça, au fond. » Qu'est-ce que vous lui direz? Qu'est-ce que vous lui proposeriez comme recommandation pour essayer de réparer ou au moins améliorer la situation
du pays et notamment cette crise que nous vivons? C'est une grande question, c'est une question fondamentale. On peut y répondre en passant beaucoup de temps. Ça appelle des réponses longues, ce ne sera pas le cas bien sûr ici, mais on peut aussi donner une indication forte. À tous les coups, moi je mettrai l'accent sur la nécessité, en tant que chef de l'État et en tant qu'État et en tant que peuple, la nécessité de renouer avec des projets de puissance. Les Français ont peur du monde, parce qu'ils sentent bien qu'ils ne sont pas dimensionnés pour affronter les défis. Réfléchir à notre puissance, comment l'augmenter, comment l'orienter, bien sûr, de manière positive, une force utile au monde, utile au peuple français, remobiliser, y compris sur le plan de la puissance militaire, sortir d'une mentalité irénique, d'un monde qui n'a jamais été pacifique absolument, et donc se réapproprier le réel, ce que j'appelle aussi parfois le retour à l'authentique, et proposer aux Français de regagner la puissance perdue, y compris sur le plan scientifique. Toute cette ambition-là, elle donne un sens à notre vie nationale et elle nous fait sortir, si nous arrivons à la mettre en musique, elle nous fait sortir de querelles recuites entre nous qui sont le résultat d'une sorte d'ennui historique en fait. Parce que nous n'avons pas d'ambition et que nous finissons par nous regarder les uns les autres à la loupe et à nous trouver agaçants ou je ne sais quoi, avec de vraies raisons d'être en désaccord et puis des raisons beaucoup plus futiles mais très nombreuses, alors qu'en réalité, on le voit, la crise internationale, la pandémie, la nécessité de trouver des réponses au réchauffement climatique, aux menaces qui pèsent sur la biodiversité, enfin, tous ces grands défis appellent de l'intelligence et de la puissance. Ce pays n'en manque pas et c'est là-dessus, je crois, qu'il faudrait mettre l'accent. Merci beaucoup, Dominique, de nous avoir permis Merci Simone. de réfléchir à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle. C'est plutôt rare ces derniers temps. Donc, merci beaucoup et à très bientôt. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup.